Bonjour à tous, Félix Marcard, la Black Elephant Experience. Très heureux de retrouver aujourd'hui un ami sociologue, théologue, je ne sais pas si on dit théologien, je crois, en français. Théologien. Pardon pour mes anglicismes, c'est une catastrophe, une petite catastrophe. Un homme qui, depuis fort longtemps, écrit sur l'islam et le Coran, cherche à déconstruire un petit peu les narratifs autour de la religion musulmane. Homero Marangiuperia, welcome. Salut Félix, content de te retrouver. Très heureux de te retrouver. Ça fait un bail, ça fait un long moment. Il y a très longtemps, Homero et moi avons ensemble œuvré pour lancer ce qu'on décrivait à l'époque comme une sorte de think tank réformiste. C'était dans un moment très compliqué suite aux attentats visant Charlie Hebdo. Dans la parenthèse entre cette attaque terroriste et celle du Bataclan, Dieu sait que c'était un moment lourd euh, de, la, de ces dernières années. Donc on va revenir là-dessus, mais on est aussi, et c'est ce qui nous réunit avant tout, Homero et moi, on est tous les deux des convertis. Moi, je suis un converti qui vient comment dire, d'un milieu très, très privilégié. Homero, c'est pas du tout ton cas. Et donc, je me suis dit, enfin voilà, moi, j'avais envie de parler avec toi pour que tu nous racontes un petit peu comment toi, tu as trouvé la foi. Euh, et, et pour qu'on parte de là, tout simplement. Donc peut-être que je vais te demander d'abord ce que je demande à tous les invités presque, quand je n'oublie pas, parce que parfois j'oublie, mais là je n'oublierai pas. La première chose, c'est euh, est-ce que tu peux nous parler d'un membre de ta famille ou un ami, vivant ou non, auquel tu penses fréquemment ces jours-ci en regardant le monde? Oh, ça c'est une question très profonde. Moi, la personne à laquelle je pense quotidiennement en ce moment, c'est ma maman. Pour une raison très simple, elle va avoir 90 ans dans quelques semaines et on va tous se réunir autour d'elle dans ma famille. Et donc, ça me plonge dans mon passé, ça me plonge dans l'actualité présente, au regard de son parcours de vie et ça me plonge aussi dans, bah, dans mon futur. J'espère avoir une belle vie, comme elle. Hmm, merci beaucoup, Mero. Et l'autre question, qu'est-ce que, y a-t-il quelque chose qui te vient à l'esprit si je te demande de nous dire quelque chose que beaucoup de gens, même des gens qui te connaissent, ne savent pas de toi? Oh, il y en a beaucoup. On a tous, des choses qui sont sous le tapis. Hem, je suis un métalleux. J'adore le métal, la musique. Donc, je suis de la génération de AC/DC, Iron Maiden et cetera et je j'apprécie énormément la gratte, la guitare électrique quand ça vibre bien. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mes amis Ouais. proches sont au courant. Ça contraste un peu avec l'image que je donne. Et peut-être que tes voisins aussi sont au courant. Non, Euh, ça va, je suis pas très, voilà, je c'est tu c'est n'aimes pas c'est très pour fort. moi, c'est mon petit D'accord, truc à moi. d'accord, d'accord. Écoute, c'est marrant parce que je parlais à l'ami Abdrahman Haj Nasser tout récemment qui m'a fait qui m'a parlé de la même chose, comme quoi visiblement, tu n'es pas le seul de cette génération, même Mmh. si tu es un peu plus jeune que lui. Alors, écoute, commençons par le début. Quand tu as parlé de métal, je me suis dit, ah, il va parler de la métallurgie. Et en fait, pas du tout. Bon, donc peut-être raconte-nous d'où tu viens, Oméran. Oui, très simplement, moi j'ai 56 ans, je suis né en 69,
d'une famille italienne, immigrée. Mes parents sont venus de la Sardaigne en 1957. Je suis le dernier de 7 enfants et mon père était mineur de fond. Donc moi, ma vie, ça a été celle des cités minières, les fameux corons, du nord de la France, dans le secteur de Valenciennes. Donc j'ai vécu dans un milieu, très populaire, très rouge, je dirais même rouge vif. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge. Donc c'était vraiment, les mairies communistes, bien ancrées dans le secteur minier et une bonne majorité de mes copains étaient musulmans. Donc moi, j'ai fait ma communion, du moins j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion. Après, je me suis détaché de la religion, mais sans jamais rompre avec l'idée de la transcendance de Dieu et c'est mes copains qui m'ont amené sur, le chemin de l'islam. Ce qui m'a, intéressé, chez eux, c'est la prière. J'allais à la mosquée avec eux parce qu'on passait notre temps ensemble et donc j'étais pas musulman et je les voyais prier et ça a été le début de ce fil, conducteur, j'ai tiré la pelote au fur et à mesure et sur une période d'une année, entre mes 16 ans et mes 17 ans, eh bien, j'ai un peu approfondi mes questions existentielles et j'ai passé le pas juste avant mes 18 ans. Mmh mh. Mmh. Hem Et donc la foi, c'est, quelque part, on dirait tu peux c'est la prière qui t'a fait venir. Ça me fait penser à Blaise Pascal qui disait qu'on ne prie pas parce qu'on croit, on croit parce qu'on prie. Enfin il l'a dit mieux que ça, hein, mais je Mmh. paraphrase. Hem et comment dire? Hem, L'autre jour, je discutais avec un copain philosophe, Justin Smith, qui, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, sur de la drogue, comme ça serait traduit «de la drogue». Donc c'est un essai philosophique sur le fait il voulait un peu explorer ce que ça faisait de en fait, de prendre des champignons ou du LSD sur Mmh. son regard en tant que philosophe et curieusement, la conclusion du livre, qui est pas du tout celle, qu'il entendait lorsqu'il entreprend la rédaction du truc, c'est que, en fait, de prendre, du LSD, des champignons, ça lui a ça lui a offert une perspective sur l'existence qu'il dont il s'est rendu compte qu'elle pouvait faire partie de sa vie en continu en tant que croyant. Et donc, paradoxalement, ça l'a mené à l'église, en fait, à se pas se reconvertir, mais à entrer à nouveau dans l'église catholique dont il Mmh. était issu. J'ai trouvé ça très intéressant, hem, mais à un moment dans notre conversation, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension politique dans ma décision d'avoir, ma conversation avec Dieu par le biais de l'islam. Ce que j'entends par là, c'est que la foi n'est pas quelque chose, ma foi n'est pas politique. Ma foi elle-même n'est pas politique. En revanche, ce choix de l'islam, je pense, est très clairement, dans mon cas, notamment la résultante de ma vision du monde, en fait, et notamment des injustices planétaires et enfin, voilà, ça a été notamment le fruit d'un regard sur, l'impérialisme, le colonialisme, et de me rendre compte que, bah, je me sentais plus proche, des populations musulmanes, quelque part, quand je regardais le monde, que des autres. Mmh Et mh. ça, c'est, je pense, une considération d'ordre politique, au sens premier, tu vois? Mmh. Et est-ce que toi, quand tu regardes ton cheminement spirituel, est-ce que tu penses que cette décision,
plus ou moins consciente que tu as faite, d'aller vers l'islam, elle est aussi enfin, comment vois-tu le rapport entre ça, cette décision, et ton enfance rouge? Mmh mh. Très bonne question. Je pense qu'un adolescent comme moi à l'époque, de 16 ans, puis 17 ans, n'était pas en capacité d'intellectualiser à ce niveau un parcours de conversion. Mais c'est le fait est indéniable, c'est que je fais partie, d'une génération et je fais partie d'une catégorie de population, donc les classes ouvrières, et cetera, pour lesquelles, ce type de passage d'une religion à une autre religion, en tout cas sur le plan culturel, je parle, d'être de tradition, chrétienne, et de passer à l'islam, n'est pas indépendant de la condition de classe. Ça, c'est clair. C'était pas une conversion de type soufi, de type intellectuel, mais c'était aussi tout un regard que je portais sur, sur moi, ma famille, mon éducation et puis quelque part aussi des aspects de la société. Mais c'était pas intellectualisé à l'époque. C'est par la suite, quand je vais faire des études de sociologie, je vais arriver, en maîtrise, après en DEA, donc ce qui correspond au master 1 et master de recherche aujourd'hui. Après, j'entame la thèse de doctorat et tout ça, tout mon parcours d'études sociologiques, je le dis de manière très simple, je l'ai fait avant tout pour mettre des mots sur ce que j'avais vécu. J'avais besoin rétrospectivement de comprendre, cet adolescent-là, Homéro, qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est quoi le sens de ce qu'il a, de son parcours? Et la sociologie m'a aidé à comprendre que, au-delà de la dimension intime, spirituelle, qui elle, est quasiment inexprimable, il y a quand même des éléments, de l'ordre de la culture, de la classe sociale et puis du contexte politique. Ce sont des dynamiques qui sont là et qui participent, de l'évolution des parcours. Ça, c'est Mmh, indéniable. La religion est politique et la politique, dans son aspect, d'affirmation d'un credo, le terme est un peu osé, elle a beaucoup, de recoupement avec la religion. mmh. Heureux de te l'entendre, parce que moi, pour le coup, je n'ai pas de doctorat, donc je suis vraiment quelque part, je suis un peu le contraire. C'est-à-dire, moi, je viens d'un milieu privilégié et j'ai un bac mention passable. Toi, tu viens d'un milieu ouvrier et tu es un docteur. Donc Non, mais toi, tu es docteur sciences de la vie, du concret, ouais, c'est écoute, on n'a qu'à dire ça. Moi, ça me plaît beaucoup, mais je pense qu'il va falloir que je reste, sur bac mention passable pour l'instant sur mon CV. Hem, écoute, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit, puisqu'on parle de conversion. Je me rappelle que la première fois que j'ai évoqué comme quoi c'était pas un projet, neuf. La première fois que j'ai évoqué que j'ai dit les mots «Je songe à me convertir à l'islam», j'avais 16 ou 17 ans. C'était un déjeuner, de famille, dans une brasserie parisienne. J'avais des rapports, ouais, je pense que j'avais 16 ans, 15 ou 16, et j'avais des rapports très, très houleux avec mon père. Ça se passait vraiment mal, très mal. Et mon grand-père allemand, donc mon père était austro-allemand, et donc mon grand-père allemand, est de passage à Paris. Ils ont eux-mêmes des rapports pas géniaux, hem et donc il vient à Paris et c'est vraiment une des rares, c'est un de mes rares souvenirs d'une visite de mon grand-père paternel à Paris. Et depuis plusieurs jours qu'il était là, il observait, les frictions entre mon père et moi,
et il avait un discours vis-à-vis de mon père qui était un peu, de calmer le jeu, de lui dire: «Écoute, sois un peu plus compréhensif avec, Félix, il est jeune, bon, tu vois?» Et donc ce jour-là, à table, déjeuner dominical, je sors, ma bombe, très, très content de mon effet, tu vois? Et là, mon grand-père, qui depuis plusieurs jours essayait de il entend ça, au début il comprend pas, il finit par comprendre, puisque j'ai dit ça je pense que je l'ai dit en français, voilà, lui il n'était pas francophone. Il finit, on lui traduit, il comprend. Et là, je peux te dire, là, il a dit à mon père: «Alors, en fait, j'avais tout faux, il faut que tu lui serres les vis, ça va pas du tout». Tu vois? Donc ça, c'est mon premier souvenir du rapport enfin, tu vois? Tout d'un coup, ça rigolait plus du tout. Mon père, contrairement à mon grand-père et ma mère, était beaucoup plus, il me connaissait par cœur, donc il savait que j'étais dans la j'étais il y avait aucune, réflexion derrière ce propos autre que de, poser une bombe, une grenade, sur la table dominicale. Heu, Comment est-ce que, ta grand-mère, ou ta mère, dont tu nous as parlé un peu plus tôt, Mmh c'est mh. ta grand-mère ou ta mère? Alors c'est ma maman, C'est ta à mère à qui a l'époque à 90 ans. l'époque, j'avais mon papa également qui était vivant. Mmh mh. Depuis, il est décédé, avec Comment la ils ont maladie. réagi, à ta conversion? Ça a été, la bombe, comme toi. Hem, alors j'ai pas été fut-fut moi non plus parce que, la façon dont je l'ai amené a été, trop brutale. Alors ils avaient vu un changement progressif, sur une période de 6 mois à peu près, et puis, le soir de Noël, je ne suis pas resté à table. J'ai dit à mes parents, «Ouais, je vais manger rapidement, je vais aller avec les copains à la mosquée, ils font un petit truc», et le lendemain, mon père, donc a eu une discussion avec moi. Ça a été très, très, très houleux de sa part, Mmh. difficile, et puis ça a été le couperet. Donc moi, je venais juste de m'inscrire en première année de psychologie. À l'époque, j'ai fait quelques mois, après j'ai abandonné, c'était un peu trop compliqué la psycho pour moi à l'époque. Mais j'avais une chambre, d'étudiant, et durant, on va dire, ce qu'il restait, il restait une semaine à peu près de vacances, de Noël, et là mon père m'a donné une injonction très claire, et il a dit: «Je refuse, tu ne seras pas musulman et cetera. Bref, si tu veux vraiment faire ça, tu prends tes affaires et tu t'en vas». Et donc, la veille, de mon retour, à ma chambre universitaire à Lille, ben, j'ai fait mon sac, et puis du moins, j'ai préparé mon sac pour ne plus revenir, et pendant 6 mois, j'ai vécu à l'extérieur, de la maison. Dans la foulée, j'ai arrêté mon année de psycho, j'ai crêché à la mosquée, bref, ça a été un peu 6 mois, compliqués. Et ensuite, on a réussi à se parler. Alors le problème, il était très simple, c'est que mon père avait projeté sur moi son vécu de la mine avec les mineurs marocains et algériens. Donc pour lui, son fils allait devenir, quelqu'un d'étranger au sens le plus trivial du terme, c'est-à-dire, tu vas changer de culture, tu vas changer de nom, tu vas, et moi je lui disais: «Mais non, non, je vais pas changer de nom, de culture, de je ne sais pas quoi». Et pour lui, c'était rédhibitoire, et ma mère, était beaucoup plus effacée parce que mon père avait on va dire une personnalité très forte. Donc il a fallu 6 mois pour qu'on trouve, on va dire, un terrain pour pouvoir se parler Mmh mh. grâce à l'entremise, on va dire, de membres de la famille qui ont œuvré à ce qu'on puisse se parler. Et puis un jour, il m'a dit: «Tu reviens à la maison. Tu reviens à la maison, mais tu nous embêtes pas avec, tes histoires d'islam et tout», et donc il a fallu, grosso modo 1 an pour que je puisse comprendre quel était le fond de ses peurs. Mmh mh.
et que lui, il puisse comprendre que son fils n'est pas son collègue, mineur, à 700 mètres sous terre, qui va renvoyer une certaine image, qu'il n'apprécie pas. Donc il a fallu que chacun fasse un effort pour, qu'on puisse trouver vraiment une manière de discuter, et une fois que j'ai accepté ses critiques et que lui, il a accepté que moi, je pouvais avoir mon propre chemin, là, c'est parti, on a retrouvé une qualité, de communication, très importante. Génial. Moi, je trouve ces histoires assez émouvantes parce qu'en fait, on est toujours. C'est, en fait, ce genre d'histoire, c'est les histoires les plus communes de l'histoire humaine. C'est-à-dire, elles sont pas toujours autour de l'islam, etc. Mais moi, j'ai un très bon copain gazaoui, dont le père est un, comment dire, est un type qui est militant sur place. Je vais pas en dire plus. Mais moi, mon copain, c'est un type, il a les cheveux longs, il aime la guitare. Tu vois, son père, pour lui, la guitare, c'était haram. Ah bah oui, Tu vois, bah oui. donc ça rigolait pas. Donc comment dire, c'était pas gagné, tu vois. Et mon copain, il a, il est parti en fait de Raza en 2021, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et ça a été, son père était contre au départ. Il voulait pas qu'il parte. Et en fait, petit à petit, ils ont trouvé enfin voilà, ils ont trouvé la paix. Et en gros, son père l'a laissé partir en disant, tu vas voir le monde, mais je sais que tu vas revenir. Donc, tu vois. Alors que je pense que pour mon copain, c'était pas acquis du tout qu'il revienne. Et bien entendu, comme tu peux l'imaginer, c'est encore moins acquis aujourd'hui. Euh, mais je les ai vus s'entretenir par téléphone en vidéo. euh, et je dois dire que c'est un des trucs les plus émouvants que j'ai vu. Tu vois, parce qu'ils sont vraiment, tu vois, je sais que si le père savait comment vit le fils, il serait pas content. Mmh mh. Mmh. Et le fils est très respectueux de ça. Donc c'est pas qu'il ment, mais il raconte pas les détails de son Mmh mh. quotidien, tu vois. Mmh. Mmh. Et l'amour entre eux et l'amour filial est hyper fort. Alors que tu sais que ça se négocie un petit peu. C'est très très beau. C'est très très beau. Euh, Mais tu sais, c'est aussi, je t'en par prie. rapport à mes parents, moi, à la base, mes parents sont illettrés, mais ils ont appris à lire, à écrire. Mon père a appris, avec un ami, avec qui il gardait les troupeaux, en Sardaigne, et quand ils étaient en France, on a toujours eu un peu de littérature à la maison. Mes parents étaient abonnés à Sélection du Reader Digest. Mhm. On était abonné à une revue hebdomadaire, italienne, donc on a toujours pratiqué l'italien à la maison. J'ai jamais pu tricher comme je le voulais, parce que mon père, il regardait les carnets de correspondance et cetera. Il savait lire, bien comme il faut en français, et en fait, à l'époque, bon, mon père, c'était tous les jours, à 20:00, taisez-vous, on regarde le journal télévisé, et on était à la fin, moi je me suis converti, c'était la fin de la guerre en Afghanistan. Et mon père, quand j'ai accepté aussi Ah, sa tu part parles de de la regard guerre, critique. pardon, tu parles de la guerre soviétique Oui, en oui, oui, c'est ça, Afghanistan. Oui, c'était parce l'époque, que, comme tu sais, depuis, il ah y en a oui, eu une autre. Attention. 80, là, c'est 87, hein, ça fait 40 ans maintenant, hein. Donc Non, parce c'était que n'oublie pas l'invasion, que pour les jeunes, la guerre en Afghanistan, c'est autre chose. ouais, ouais, c'était l'invasion soviétique, de l'Afghanistan, et puis on voyait les Pashtuns, on voyait des habits un peu étrangers pour nous en France, tout ça, et quand j'ai accepté le regard critique de mon père sur le monde et sur l'islam,
et quand un jour je lui ai dit, «Mais papa, tu as raison sur telle et telle critique. D'ailleurs, je vais t'en rajouter. Tu sais, à la mosquée, moi j'ai vu ça et ça et ça et franchement, c'est pas forcément très bien». Quand il a vu que moi-même, j'avais un regard critique sur ma propre communauté religieuse, musulmane, là on a pu échanger à un certain niveau. Mmh. Alors qu'au départ, au départ, tout était bloqué. Donc c'est aussi, la condition sociale de départ n'exclut pas la possibilité d'avoir aussi un regard critique partagé sur le monde et ça, je l'ai toujours gardé. Quelqu'un qui est d'une classe sociale modeste, c'est pas un imbécile parce qu'il sait pas parler français à un certain niveau. C'est juste qu'il a pas forcément tous les ressorts de la langue pour exprimer, on va dire, une critique qu'il veut formuler. Ça n'en demeure pas moins que une partie de ces critiques sont certainement beaucoup plus fondées que l'intello, qui, est capable, lui, de dire tout et n'importe quoi avec la langue de bois. Mmh. Moi, j'ai grandi dans un milieu très, assez typique, de la bourgeoisie parisienne, très agnostique, très condescendant, en fait, vis-à-vis du fait religieux. Ma mère était plus spirituelle, plus, et d'ailleurs beaucoup plus, politique, pro-palestinienne, intéressée par le monde arabe et cetera. Mon père, en bon allemand, a passé l'essentiel de sa vie à, essayer de faire, contrition, acte de contrition en essayant d'être l'ami du plus de juifs possible. C'était Mmh. vraiment, c'est très frappant, il est mort dans les mois qui ont précédé le 7 octobre et quand je suis allé, aux funérailles à Vienne, heu, j'ai observé que plus de 80 des invités étaient juifs, de confession juive. Donc vraiment, c'était une sorte de truc qu'il a porté en lui, de vraiment, Mmh. aller vers les juifs, de manière, vraiment, quasi systémique, quoi. Heu et ça n'est pas un phénomène, très étrange en Allemagne. Il y a vraiment beaucoup d'Allemands et d'ailleurs, je soupçonne que la on peut pas vraiment comprendre, la politique étrangère allemande. On va pas rentrer dans les détails, mais si on ne comprend pas le le poids, du nazisme sur la psyché allemande. Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais l'autre truc, c'est que, ouais, il y avait une sorte heu, de vraiment de condescendance, pour mon père, en gros, pour faire bref, la foi, Dieu, le fait religieux, c'était une affaire de gens qui n'avaient pas été à l'école et je trouve que c'est encore, une vision, très largement partagée au sein des élites, en Occident. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est une réalité, on a, une bourgeoisie je vais parler pour le cas de la France, que je Mmh mh. connais mieux par rapport à d'autres pays, mais en France, on a, des classes bourgeoises, voire des classes issues de la noblesse, historique, qui sont encore très ancrées dans le catholicisme ou en tout cas une forme de catholicisme dans lequel, l'identité, religieuse recoupe l'identité culturelle et nationale. Donc, c'est cette idée que la France doit demeurer dans cette identité historique catholique. Et puis à côté de cela, nous sommes dans une société très sécularisée et on a également, dans les classes dirigeantes, dans les classes, sociales les plus favorisées, voire chez l'élite, un courant, qui est très sécularisé, voire, agnostique ou athée qui, considère toujours la religion comme étant, une sorte d'opium,
hein, pour reprendre la fameuse expression de Marx. Pas forcément dans le but d'éradiquer la religion, hein. D'ailleurs, c'est pas forcément des gens fondamentalement hostiles aux faits religieux, mais cette idée de condescendance, elle est liée au volet intellectuel, c'est-à-dire, une personne qui normalement a un cheminement intellectuel, à travers des études, et cetera, ben, de théoriquement devrait se détacher de cela. Or la foi, elle relève de l'indicible. La foi, elle relève, d'une intuition profonde, des choses qu'on n'exprime pas. Mais il faut quand même, prendre acte de l'histoire. Cette histoire de France, elle est liée aussi au fait que l'Église catholique a été longtemps en position hégémonique dans sa capacité à définir le jeu social, et l'histoire de la Troisième République, ça a été aussi, l'histoire d'une sorte d'émancipation du politique, mais qui s'est faite dans la douleur, dans le conflit, et on a du mal à en sortir encore un peu aujourd'hui. Ouais. L'islam étant pris comme, on va dire, le nouvel ennemi, et cetera. Mais derrière ça, il y a toujours, cet arrière-fond historique du conflit, avec la religion. En écrivant mon dernier roman, je me suis rendu compte d'une chose, c'est un roman notamment sur, la propagande occidentale. Les occidentaux sont convaincus que la propagande, c'est un truc qui arrive, en Chine ou en Russie, mais pas du tout en Occident. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a de la propagande partout, mais la grande différence entre celle qu'on a aujourd'hui, qui a cours aujourd'hui en Orient, notamment en Chine par exemple, ou en Russie, et celle qu'on connaît aux États-Unis, en France, en Europe, c'est que en Chine et en Russie, on vous... il faut faire attention à ce qu'on dit, mais pas attention à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en gros, on vous fout la paix. Si vous dites pas des choses qui déconnent, on vous fout la paix. Mmh. Alors que ce qui est très frappant en Europe et aux États-Unis, c'est que il faut penser correctement, pas juste s'exprimer correctement. Il faut penser correctement. Et donc, je me suis intéressé à l'œuvre d'un type qui est souvent décrit comme un chrétien, un anarchiste chrétien, qui s'appelait Jacques Ellul. Je ne sais pas si tu connais son Jacques Ellul, œuvre. oui, tout Ouais, à ouais. fait, tout à Et en fait. fait, je me suis beaucoup intéressé à son œuvre, notamment à un livre qu'il a écrit en 1960, donc très en avance de toutes les références sur la propagande moderne, en tout cas façon Chomsky et compagnie. Il a écrit ce livre dans lequel il explique que la propagande n'est pas juste un phénomène politique de manipulation des masses, mais en fait un phénomène sociologique. C'est-à-dire que c'est la réponse qui est en fait qui a cours surtout en Occident. C'est une réponse à notamment à la sécularisation en fait, parce que il dit dans les sociétés sécularisées, il y a un manque de repères, un manque de sens. Euh, et ce manque de sens fait que ces sociétés deviennent des sociétés, lui il appelait ça techniciennes, mais je crois qu'aujourd'hui on utiliserait le terme de technologique. Oui. Mmh. On pourrait même mettre un petit tiret entre le techno et le logique pour différencier ça de ce qu'on entend par le mot technologique. Et dans ces sociétés technologiques, ce qui se passe, c'est que comme il y a ce manque de sens, on se tourne. En fait, toutes les décisions sont prises en fonction d'un critère qui préside au-dessus de tous les autres, c'est l'efficience, l'efficacité. Donc, ce qui prime, c'est toujours ce qui marche, ce qui fonctionne le mieux. Sauf que forcément, ce qui fonctionne le mieux est une définition, c'est très normatif. Mmh. Et donc, du coup, c'est les élites qui dictent qu'est-ce qui fonctionne le mieux.
Et dès lors, on se retrouve assez rapidement, dans des sociétés où s'épanouit très facilement une sorte de nihilisme néolibéral, déconnecté de tout, en fait. Et donc, ça, je trouve ça vachement intéressant parce que j'ai l'impression qu'un des sujets les moins dont on parle le moins, c'est qu'en fait, ce mouvement qu'on nomme sécularisation n'est pas un mouvement où on s'extirpe du religieux réellement, c'est un mouvement où on remplace certaines idoles qu'on considère ne plus être dignes d'être idolâtrées, donc notamment ce que je nomme et que tu nommes Dieu, et on les remplace par d'autres trucs, le progrès, l'argent, euh, j'en passe et des meilleurs. Il y a plein de la science, la raison, tu vois, la République. Et en fait, j'ai l'impression que ce mouvement, en fait, et j'ai un copain qui a écrit là-dessus un livre entier, que c'est un mouvement en fait qui ne comprend pas que ce processus lui-même est un processus qui est en fait profondément chrétien. C'est-à-dire que ce mouvement de sécularisation, en réalité, il est imprégné de valeurs, d'une vision du monde qui est assez millénariste et qui est héritée, en fait, paradoxalement, de valeurs enfin, qui nous ramènent un peu aux croisades. Bon, là, je pousse un peu, mais si tu veux, Mmh mh. il y a Mmh. vraiment cette notion, et mon copain notamment, il montre que euh, par exemple, dans le monde arabe, dans le monde musulman, le mot religion n'existe pas. Le Mmh. concept de religion n'existe pas. Donc, donc une société religieuse, ça ne peut pas exister puisque le mot lui-même n'existe pas. Et donc, en réalité, je trouve qu'on est en train encore, on est au début de l'étude de ce mouvement euh, de sécularisation. On le comprend encore, j'arguerais qu'on le comprend encore fort mal. Euh, mais pour moi, ça, c'est vachement intéressant parce que je vois aujourd'hui beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette condescendance vis-à-vis du fait religieux de leur père, de leurs parents, de leurs grands-parents, et qui sont en train, en fait, de rechercher une nouvelle forme de spiritualité pour nombre d'entre eux, parce qu'ils ont en fait une conscience aiguë du fait il y a un problème dans ce mouvement. Et ouais, et en fait, donc du coup, ça m'intéresserait en tant que sociologue, d'avoir ton regard sur ce phénomène. Jacques Ellul, il me semble, a prolongé des réflexions qui avaient déjà été entamées, au début du 20e. Je pense à Max Weber, tu sais, Oui. le philosophe et sociologue allemand qui était intrigué par l'avènement de la société bureaucratique. Mais en France, c'était la même chose. Émile Durkheim, qu'on considère comme le père fondateur de la sociologie, à la fin du 19e, était très intrigué par, les questions morales. C'est-à-dire, Mhm. si on prend acte que la société est en train de basculer, comment refonder une morale laïque dans la société? C'est-à-dire, c'est la question du sens, en fait. Mhm. Société bureaucratique, société technocratique, décisions qui sont prises au niveau politique ou au niveau de ce qu'on appelle justement les technocrates, en fonction d'une rentabilité, mais pour quelle valeur? Ouais. Pour quel sens qu'on donne à la société? Et beaucoup ont été intrigués, par rapport à cette évolution, des sociétés contemporaines qui, par ricochet, touche l'ensemble des sociétés du monde, hein, par exemple, la croissance, hein, la notion de croissance, on va s'en sortir par la croissance. C'est quelque chose qui est, très contestable, mais ça devient une sorte de dogme.
comme un Mmh. dogme religieux, le dogme de la croissance à tout bout de champ. Donc partant de là, Qui devient heu d'ailleurs, pardon, je t'interromps, mais vas-y, je t'en prie. qui devient vraiment une addiction. Tu vois, moi, quand je regarde les discours sur la croissance, c'est vraiment des discours de drogués. C'est qu'est-ce que i voilà, si on devient pas de plus en plus gros, ben, en fait, on crève et Et en puis il faut pousser réalité les gens à consommer, puisque si on parle mmh, de croissance, il faut entretenir un système. mmh Donc le mmh, système, c'est que il faut entretenir une consommation, il faut créer des besoins. Donc la propagande, on peut la restituer dans un schéma où, toutes les parties prenantes sont prisonnières, en fait. C'est-à-dire qui va oser aujourd'hui, du côté politique, parce qu'il y en a beaucoup qui l'osent dans le volet économique, philosophique et cetera, religieux, mais du côté politique, qui va prendre le risque de dire, «Faisons un peu machine arrière», en dehors du champ, écologiste, on va dire, hein, l'écologie politique, elle reste dans une certaine mesure assez en très phase timi avec, même les écolos sont très mmh, timides sur le sujet, hein. Ils peuvent pas mais se le bah, permettre politiquement. parce que l'écologie politique, Mmh, elle est prise au piège du paradigme dominant. Pour ça, il y a l'écologie en tant que philosophie, bien sûr. et regard sur la vie, et puis il y a l'écologie politique, qui est prisonnière du modèle dominant. Mmh mh. Donc porter une religion aujourd'hui, quand on essaye vraiment de travailler sur les questions de sens, c'est aussi oser à un certain moment dire: «Bah, je prends le pari de m'inscrire, en faux, ou en tout cas de critiquer ce paradigme dominant». Ouais. Et là, ça peut, je pense que toute une partie des critiques qu'on adresse, aux religions aujourd'hui, sur les débats de société, hem, sont, aussi en lien avec le fait qu'on ne veut pas que des personnes qui portent un certain nombre de valeurs religieuses puissent porter un regard critique public sur une certaine orientation qu'on donne à la société. On le voit, hein, dans tous les débats, même si moi je ne partage pas, toute une partie des positions, des institutions religieuses sur la fin de vie, sur, les questions LGBT, QI+, et cetera. Mais c'est le simple fait de mettre en débat un modèle qui nous est proposé. Mmh mh. Aujourd'hui, on a des difficultés à mettre en place des débats apaisés, parce que du côté politique, il y a une sorte de credo, de dogme, Bien sûr. avec des mots-clés. C'est des dogmes avec tous leurs mots-clés, qu'ils ne veulent pas, remettre en cause, sous peine d'être excommuniés de ce qu'ils appellent le jeu, démocratique, ou le jeu politique, et cetera, quoi. Mmh. Ça, c'est un vrai souci aujourd'hui. Même si, encore une fois, je partage pas, tout un ensemble de positions, des institutions religieuses, sur des questions de société. On devrait pouvoir mettre en débat, les éléments que tu as posés. Ellul a été, Complètement effacé. Mmh. complètement mis de côté, et avant lui, il y en a eu d'autres, hein, et après lui, il y en a pas mal qui essayent de développer une théologie critique sur, l'évolution du monde, mais ils sont marginalisés. Parce que, bah, Complètement. oui, les techniques, les sciences et les techniques, depuis Auguste Comte et ses 3 âges de la société, qu'il appelait, scientifique, elle avait Mmh. vocation à répondre à toutes nos questions, et on confond l'évolution technologique et les questions de sens. La Ouais. technologie devrait être au service du sens et pas l'inverse. Et c'est pour moi, c'est vachement frappant, de voir que, je dans ce livre, dans ce roman, je me suis intéressé à ce que je voyais comme un divorce fondamental, comment dire? Général, entre la science et la foi. Parce que je me suis aperçu, je me suis, j'ai le voilà, il se trouve qu'ayant vécu à Stockholm, j'ai côtoyé, une brochette de prix Nobel de physique
et je me suis rendu compte que c'était des gens qui étaient vraiment, qui représent enfin, il y avait plus de conversation avec le spirituel. Je veux dire, c'est des gens qui sont très intéressés par leur sujet, mais si tu veux, l'idée d'une conversation avec un prêtre, un rabbin ou un imam, c'est Non, ça, ça les intéresse pas du tout. Or, il y a 100 ans, parmi les gens qui ont les trucs, les intellectuels qui ont les choses les plus intéressantes à dire sur Dieu, la foi, le fait religieux, bah, en fait, c'est tous des physiciens. Que ce soit Albert Einstein, que ça soit Niels Bohr, que ça soit, Schrödinger, que ça soit Wolfgang Pauli. C'est tous des gens qui sont en fait, quand tu grattes un peu, c'est tous des métaphysiciens. mmh mh. C'est tous des gens qui pensent que cette question de ce qu'on ne sait pas est fondamentale. Or, j'ai l'impression, tu vois, souvent quand je décris que je suis devenu musulman, les gens pensent: «Ah, ça y est, toi, tu crois que tu sais. Te toi Mmh toi mh. Mmh. toi, tu crois ça et tu veux nous l'imposer». Et je leur dis: «En fait, c'est marrant que vous voyez les choses comme ça parce que pour moi, ma foi, le cœur de ma foi, c'est pas ce que je sais, c'est ce que je ne sais pas». Et quelque part, au-delà des raisons politiques qui m'ont poussé vers l'islam ou qui m'ont attiré à l'islam, il y a des questions vraiment vraiment qui étaient fondamentales. Par exemple, je vais te donner un exemple, le fait de se prosterner et que la prière ne soit pas juste intellectuelle, mais physique, le fait de devoir le faire 5 fois par jour, alors que moi, mon souci fondamental à l'époque, c'était de ne plus me mettre de la poudre blanche dans le nez toutes les 3 heures, bah, le fait d'avoir une connexion physique au Très-Haut qu'elle soit corporelle, était c'était pas, trivial, Mmh tu mh. vois? C'était vraiment Mmh. une partie du truc. Mais ce que j'observe, c'est que, hem, à l'époque, quand j'ai commencé mon livre, si tu veux, je pensais que ce divorce, je voulais essayer de le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ces physiciens de cette époque étaient encore pétris de questionnements métaphysiques et pourquoi ceux d'aujourd'hui ne le sont plus? Et je me suis rendu compte que c'était un problème occidental. C'était pas un problème, mondial et que notamment, ce divorce n'avait jamais eu lieu dans l'islam. C'est-à-dire que les scientifiques, les physiciens du monde musulman sont croyants et ils ont aucun, il y a pas de contradiction pour eux entre le fait d'avoir la foi et le fait je dis pas qu'ils le sont tous, hein, il y a des contre-exemples à Oui, oui, foison. oui, oui, oui. Mais il y a beaucoup plus de place, heu, pour cette sorte de tu vois, j'ai l'impression qu'une des maladies de notre temps, c'est que nous n'avons de la place que pour ce que nous savons aujourd'hui, voilà, on peut l'expliquer, voilà, que voilà comment ça marche, voilà les cellules, les atomes, les machins, nin tout est bien rangé dans la boîte et puis, on a de la place pour un autre truc, c'est ce que nous saurons un jour. Donc c'est pour ça qu'on peut continuer la recherche scientifique et cetera, ça mais par contre, l'idée qu'il y ait des choses que nous ne saurons jamais et que ce savoir, ces choses que nous ne saurons jamais en tant qu'être humain est sans doute infiniment plus grand que ce que nous saurons et ce que nous savons. Ça ça, comme on dit en anglais: «The computer says no». Ça, c'est c'est il y a pas la place dans notre, vision du monde, dans notre Weltanschauung pour cette question de ce qu'on ne sait pas Mmh mh. et à quel point c'est imp alors que c'est tu vois, c'est la base de la base. C'est Socrate, quoi. Hein, tu vois? Mmh. C'est Ouais. je suis plus sage que vous, disait-il aux Athéniens qui l'ont condamné à mort, parce que moi, je sais que je ne sais pas, alors que vous, non. Enfin, tu vois, c'est avec nous depuis longtemps. Mais Mmh c'est mh. un truc qu'on retrouve encore aujourd'hui.
C'est une intolérance totale pour cette, humilité de base qui devrait être, enfin qui est la base de la sagesse, en fait. Mmh. En fait, il faudrait séparer les ordres comme l'avaient fait, les 1ers philosophes, du monde musulman. Quand l'islam se développe, à Bagdad, dans l'Iran de l'époque et cetera. Donc les 1ers philosophes musulmans, je pense à Al-Farabi, hein, bien entendu, donc s'approprient la philosophie aristotélicienne, et puis ils ont pas de dans leurs écrits, il y a pas de problème. Il y a les écrits religieux, les questions de foi et cetera, et il y a les écrits philosophiques, astronomiques, de médecine et cetera, où les 2 ordres étaient clairs. Il y a un ordre de recherche sur le monde et il y a un ordre de la foi. Les 2 s'interpénètrent, mais ils répondent pas exactement aux mêmes ordres, aux mêmes dimensions, aux mêmes questions, existentielles. Par contre, pour faire le pendant un peu de ce que tu décris dans les sociétés européennes ou occidentales, tu vois, à partir des années 50, par exemple, à l'université d'Al-Azhar au Caire, donc dans les cursus religieux, bah, on a supprimé la philosophie, toutes ces disciplines qui permettent de s'ouvrir un peu sur la compréhension aussi du monde hors des catégories religieuses. Ce qui fait qu'on a enfermé les religieux dans une sorte de bulle où ils viennent eux aussi avec des dogmes. C'est-à-dire, Mmh. tu dois penser ça, si tu penses pas comme ça, bah, tu es en dehors des clous. Alors que normalement, je veux dire, la quête de la vérité, elle est toujours inachevée en ce monde puisque, la part de science que l'on a sur le fonctionnement de l'univers et même la composition même de l'univers, elle confine à la poussière. Mais moi, il y a un autre Oui, truc quoi, qui ouais, ouais. est il y a un autre aspect qui me perturbe, tu vois? Je travaille sur, beaucoup sur les questions éthiques. Bon, moi, je c'est de notoriété publique, hein, je suis végétarien, je suis très proche, de mouvements véganes, et cetera. Je défends la cause animale et se pose la question de, l'abattage, cachère et halal. Donc il y a Mmh. beaucoup de critiques qui sont faites par les partisans de la suppression des chaînes d'abattage cachère et halal, et ce qu'on met en avant, c'est, le fait que, l'animal doit souffrir le moins possible. Donc on discute beaucoup des conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Or, l'argument premier qui est mis en avant pour la suppression, des chaînes, d'abattage halal et cachère, c'est qu'en fait, elles diminuent les cadences. Donc du côté des industriels, on s'en fout en fait, des questions, de bien-être animal, c'est la question de la cadence. Donc en fait, on met en avant un argument qui est juste un argument de bonne conscience pour le grand public et on oriente le regard qui est, fait et que moi-même je voudrais supprimer, hein, l'abattage sans étourdissement. Mais en fait, la question de l'étourdissement préalable à l'abattage, elle est liée actuellement uniquement, aux cadences parce qu'on veut garder des cadences, fortes. Donc en fait, il y a des critiques qui sont formulées en direction des religions et des critiques qui sont formulées sur un certain nombre de rites religieux, mais qui n'ont pas pour fondement de prendre en compte réellement notre bien-être global et ici, en l'occurrence, pour l'exemple que j'ai donné, le bien-être animal, mais uniquement le respect des prérogatives des industriels. Mmh. Donc Mmh. on s'en sort pas de ce que tu as cité, précédemment sur le paradigme dominant. Donc critiquer, ça veut dire critiquer l'état global de la société et pas uniquement certains sous-aspects comme ça, ou des questions, qui sont pas subalternes, mais des questions qui devraient interroger notre manière globale de vivre. Tu vois? Mmh. Il faut être vigilant. Ouais. Non, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on évoque, quand même le projet qui nous a réunis un peu plus précisément. Tout à fait. Donc, on a ensemble avec, quelques autres, notamment Mohamed Bajrafil, Anouar Ibrahim, même s'il n'était pas au lancement avec nous, qui est,
qui était à l'époque déjà le patron de l'opposition malaisienne, et Khaled Bencheikh, et quelques autres, Adnan Ibrahim, bien sûr. Oui, On avait lancé cette sorte de think tank réformiste qu'on avait nommé la Fondation Al-Kawakibi. Le projet, je pense que voilà, il y a diverses raisons pour lesquelles le projet était quasiment mort-né, hein. Quel est ton regard sur cette entreprise et avec le bénéfice du recul, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir et pas forcément comme souvenir, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? bah, moi déjà, tout d'abord, je suis satisfait des conséquences de cette expérience. Donc pour rappel, hein, 2015, dans la foulée des attentats, à Charlie Hebdo et l'Hypercacher à Paris, on publie une tribune commune avec, plusieurs personnes, on fait connaissance. Tu lances un projet, je m'investis, dedans. On a pour objectif de créer, un grand événement sur le plan international pour la réforme, islamique telle qu'on l'avait, posée à l'époque et grosso modo, l'idée était de mettre en débat certains aspects de l'islam contemporain, dans les discours, dans les pratiques, dans le rapport à la modernité pour faire émerger, de manière plus prégnante un islam libéral. Tout ça est avorté assez rapidement au bout de quelques mois, pour des raisons de sécurité, parce que notre sécurité était en jeu. On s'est dispersés un peu les uns les autres, mais sans jamais réellement se quitter puisque, on n'a jamais complètement coupé. Les uns et les autres, on a pris, des directions qui sont finalement très parallèles et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, moi, je parle beaucoup de réseaux souples. Et il y a Mmh. tout un ensemble de réseaux qui ont émergé à partir de là, notamment, un réseau de musulmans libéraux qui s'est consolidé au fur et à mesure du temps. Il a pris naissance au même moment. En 2017, il y a eu l'émergence, de femmes, théologiennes et imams qui ont décidé de se mettre sur le devant de la scène. Moi et d'autres personnes, je pense à Mohamed Bajrafil, Michael Privot, tout ça, on a commencé à publier des ouvrages où on mettait en débat un certain nombre d'éléments, d'exégèse, d'histoire du Coran, d'histoire de l'islam et cetera. On a été beaucoup plus frontal dans un certain nombre de critiques qui ont été aussi en partie, bien réceptionnées dans le monde, religieux. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'en France, il y a, dans le champ global islamique, une composante libérale qui s'est à peu près normalisée et qui est intégrée, y compris dans la relation au pouvoir public et ça, c'est très intéressant. Il y a des lieux ressources, il y a des sites web ressources, il y a des personnes, ressources. Donc on est quand même dans une phase avancée où une pensée libérale alors, quand je dis pensée libérale, le Oui, merci cœur d'expliquer parce que c'est un ouais. terme qui me fait un peu peur, je dois dire. Mmh. Oui, c'est parce qu'en fait, à l'époque, je me souviens, quand on avait commencé à parler de ça, il y avait certains musulmans qui confondaient libéral et libertin. Oui, non, mais moi je Donc parle même pas de ça, je parle de libéral, au sens, c'est-à-dire que politiquement pour moi, un non, libéral, c'est théologique. voilà, c'est Oui, pour oui. ça que je voudrais que tu Mmh. précises, parce que C'est pour moi vraiment, le libéralisme, c'est un des mmh, trucs dont je me suis complètement mmh. séparé. Moi, je parle pas de libéralisme politique, ni de libéralisme, économique, que je combats d'ailleurs, hein, puisque ça fait partie Voilà, de mes comme combats moi. personnels. Je parle de libéralisme théologique qui a 2 fondements principaux. Le premier, c'est de réhabiliter la responsabilité individuelle du croyant dans ses choix, dans son rapport à la religion, dans son rapport à Dieu. Il est tributaire personnellement et on ne doit pas lui dicter le fondement de son rapport à Dieu. Ça, c'est le premier point et pour cela,
Le deuxième point essentiel d'une pensée, théologique libérale, c'est le rapport à l'histoire. C'est de considérer que la religion, ce qu'on appelle religion, parce que bien entendu, il y a une critique du mot qui est à faire, hein, comme tu l'as fait précédemment. Donc pour être compréhensible par le public, je vais garder ce mot religion. La religion fait partie des faits de l'histoire humaine et en tant que telle, elle doit pouvoir être critiquée dans les conditions de son émergence et de son développement. Et l'islam n'y échappe pas. Le Coran a une histoire. Le texte que nous avons entre les mains est le fruit d'une rédaction. On doit pouvoir déconstruire les conditions de cette rédaction à l'époque de la révélation coranique, comment le texte a évolué. On doit pouvoir critiquer les choix théologiques qui ont été faits au fur et à mesure du temps, le patrimoine musulman. Donc ça provoque bien entendu des tensions parce que ça remet en cause un narratif, ça remet en cause une histoire et ça remet en cause aussi des éléments du droit musulman classique. Bien Je sûr. pense notamment au rapport de genre, hein, rapport homme-femme, et place de la femme dans la société. Mais c'est un travail qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, dans le monde arabe, ça fusionne de tous les côtés. Ça traduit de tous les côtés. Moi, j'ai des centaines d'ouvrages, en langue arabe, qui traduisent. Alors, on a tous les auteurs contemporains anciens, dans toutes les langues qui sont traduits en arabe et on a des auteurs arabes aujourd'hui, qui, déconstruisent l'histoire de l'islam. Ça fait très plaisir. Ce qu'il y avait pas encore il y a une dizaine d'années, quoi. Donc, moi, je suis très satisfait parce que contrairement à ce qu'on croit, moi, à chaque fois, on me pose la question: «Mais tu prends pas des risques?» Non, je discute avec, des amis, ou des musulmans et des musulmanes qui sont dans un giron plus conservateur. On se parle, on échange des idées dans le respect. On n'est pas d'accord sur tout un ensemble de questions, mais je ne sors pas dans la rue, en regardant mon ombre, pour savoir si je vais être Ouais, agressé. Oh, ça ne se passe pas comme ça chez les ouais. musulmans de manière globale. Ouais, et beh, et merci d'en parler parce que pour le coup, moi je suis assez critique de moi personnellement, la manière dont j'ai entrepris ce projet à l'époque. Je pense que j'étais au tout début de mon cheminement, sans drogue et sans alcool dans ma vie, après avoir, été, un toxicomane pendant 25 ans, tu vois? Et donc en gros, je pense que quand j'ai entrepris ce projet, j'étais d'une part, pas très équilibré psychiquement, spirituellement. Et j'ai commis beaucoup de décisions très malheureuses. J'étais très égocentré. Je pense que je m'en suis pas complètement défait, mais je pense que ça voilà, à l'époque, c'était vraiment une catastrophe. Je pense que c'était, par exemple, une erreur d'inviter et encore une fois, je ne parle que pour moi, mais je pense que c'était une erreur d'inviter, Finkielkraut à discuter, Ah, le fameux débat, oui, qu'on au avait, lancement, parce que mmh, je pense que c'était, il faut d'abord se réunir sous la tente avant d'inviter, des gens du dehors, mmh. à discuter et je pense qu'on aurait dû faire ça d'abord. Heu, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que je pen mais voilà, je voulais dire publiquement, parce que j'ai jamais vraiment dit, que je suis pas très, comment dire? Que de mon côté, je vois beaucoup de problèmes dans la manière dont je suis rentré dans ce projet. Hem et notamment, j'avais toujours ce besoin de lumière, ce besoin qu'on me regarde et qu'on voilà, donc il y avait des choses comme ça qui étaient pas alignées. Hem, Par ailleurs, je constate que même si je suis comme toi, moi j'adore la conversation, je pense que ma pratique, de l'islam, hem, prêterait, à sourire ou, voire à autre chose
C'est la Heu, tienne, elle t'appartient, hein. voilà, mais Mmh. comment dire? Auparavant, j'aurais été peu intéressé par le regard que portent mes coreligionnaires sur ma pratique. Or, aujourd'hui, je comprends qu'elle puisse, être perçue comme, trop hétérodoxe, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Mmh. Je le conçois et ça me pose pas de problème et ce que j'observe, c'est qu'en fait, il y a vraiment, comme tu dis, un mouvement où les gens, mes amis même qui sont très conservateurs, en fait, sont beaucoup plus intéressés sur mon regard sur le monde que sur ma pratique personnelle de l'islam. Mmh mh. Mmh. Donc voilà, en fait, curieusement, c'est plus une question de quasiment de géopolitique que d'autre chose. Hem Ce que je dirais enfin, c'est que à l'époque, je pensais que presque tout était question d'exégèse, d'interprétation, que c'était ça la clé de pour comprendre les crispations, de la communauté musulmane en France ou ailleurs, qu'il fallait s'intéresser à l'ijtihad, voilà. Or, ce que de là où je suis aujourd'hui, j'ai tendance à penser que en fait, on peut pas vraiment comprendre la on peut pas vraiment comprendre l'islam contemporain si on ne regarde pas la géopolitique et l'histoire. Bien sûr, Et bien donc, sûr. j'ai tendance à trouver que mon regard à l'époque était un petit peu, était assez enfin, il n'était pas un petit peu, il était superficiel et encore une fois, je vois bien que j'étais avec des gens qui, pour le coup, dont le regard n'était pas du tout superficiel, que ce soit toi, Bajrafil, Bencher, Adnan Ibrahim, c'est pas du tout c'est pas du tout c'était pas du tout votre cas, mais c'était le mien. Et je me rends compte que c'est un certain formalisme dont à l'époque pour lequel à l'époque je n'avais que du mépris, est quelque chose qu'aujourd'hui je comprends et respecte beaucoup plus. Et donc il y a un côté où si toi quand toi tu te définis comme un musulman libéral, il y a une partie de moi qui se définit comme un musulman, hem je n'utiliserai pas le terme libéral parce que justement je trouve que ouais, j'ai des réserves avec le terme libéral. Oui, J'ai un oui, oui, problème oui, avec le oui, terme libéral, oui. mais j'ai aussi un besoin de normes, dans ma vie qui sont pas forcément celles des musulmans libéraux. Voilà. Je crois que c'est ça que je Mmh veux mh. dire et donc je pense que parler des musulmans de France, ou de l'islam de France, sans parler de l'histoire, de la géopolitique, de la colonisation, ça n'a pas ça pour moi, ça n'a aucun sens. C'est en fait, Et on peut et pas. et la question de la spiritualité, parce qu'à l'époque, moi, une des choses que je retiens parmi les leçons que tu as pu nous transmettre, c'est le rapport aux médias. Parce qu'on était complètement néophytes. Toi, tu es venu avec, une capacité à percer, les médias, pour publier des tribunes, des textes et cetera, et en même temps, ça nous a appris la prudence. Parce qu'il y a tout un ensemble d'attentes en termes de code de langage. Moi, aujourd'hui, quand je parle d'islam libéral, il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui interrogent mon rapport à la pratique. «Oui, mais est-ce que vous êtes pratiquant?» Ça, c'est la grande confusion en France. C'est que quand on se définit dans un rapport critique à la religion, il y a une partie des interlocuteurs qui attendent de vous
que vous soyez, que vous ne soyez plus pratiquant des rites de votre Oui, tradition. c'est ça, Donc il y a plus de c'est jeûne, plus ça. de prières, il y a plus rien et moi quand je Ah dis ouais, ouais, on je adore garde les un musulmans. ancrage, Ouais, ouais, tu ouais. vois? On adore les Non. musulmans qui sont plus musulmans quelque part, c'est Non, mais c'est exactement mmh ça. Et mh. je Mmh. pense, par rapport à ça, je pense que comment dire, ma capacité à percer dans les médias, elle était liée à ça. C'est qu'en fait, je leur amenais un islam qui était exactement celui en tout cas, eux pensaient, hem, l'islam qui leur plaît. C'est-à-dire l'islam Mmh. qui dit, on va mettre, s'il y a des puisqu'il y a des non-musulmans dans cet événement islamique ou en tout cas, organisé par des musulmans, on va mettre du vin sur la table. Moi, pour moi, ça, c'était très, très maladroit de ma part d'avoir pris cette décision. Et je pense que beaucoup de gens, je pense à Canal+, qui nous a ouvert grand les bras, en tout cas qui m'a accueilli le soir, je crois que c'était le soir du lancement. Mmh. Hem, Ils m'ont accueilli. Il y a beaucoup de gens qui m'ont accueilli, hem, parce que je leur renvoyais l'image de l'islam qu'aime en fait le printemps républicain, c'est-à-dire Mmh. un islam qui n'est plus du tout musulman. C'est là, on est dans un en fait, voilà, on adore les musulmans quand ils bouffent du porc et qu'ils boivent de l'alcool. Enfin, je veux dire, donc en gros, et je pense que notre capacité à percer à l'époque dans les médias n'avait aucun rapport avec mon talent ou ma connaissance des médias, mais avec le fait qu'on leur amenait, notamment par ma faute, une vision de l'islam qui était celle que la République accepte, Mmh. Mais ça a tu été vois? formateur pour nous aussi parce que ça nous a permis de comprendre les projections dont on faisait l'objet. Un peu plus d'ailleurs pour les femmes parce que, après il y a eu tout le mouvement des femmes imams, Oui, avec des attentes aussi, hein, de la part des médias. Et puis on découvre, bah, voilà, il y a des hommes et des femmes qui prient. Ah ouais, mais donc ils prient, bah oui, alors du côté des plus orthodoxes, on va dire des musulmans un peu plus, orthodoxes, le fait que des hommes et des femmes soient alignés ensemble pour prier, c'est pas dans les clous. Et du côté de certains médias, ben, ça reste quand même des musulmans pratiquants. Donc en fait, on s'en sort pas, assez mal. Or, les questions de fond ne sont pas de cet ordre-là. Les mmh, questions de fond, c'est notre capacité à entretenir un rapport critique par rapport à une histoire et par rapport à des textes, un mmh, patrimoine. Hem Et c'est, dans chaque côté, que ce soit du côté de la société, que ce soit du côté des milieux musulmans plus conservateurs, il faut accepter qu'on puisse avoir ce rapport critique tout en gardant un ancrage dans une tradition, et puis dans une pratique, religieuse. Parce que la pratique elle participe aussi, bah, du sens qu'on donne, à Dieu, à la vie, à la mort, à ce qu'il y a après, voilà, c'est tout ça en fait. C'est toujours compliqué, intime, et c'est ça qu'on devrait accepter dans la société, en fait. Homero, c'est un vrai bonheur de te retrouver, Merci j'espère qu'on Félix, pourra faire c'est ça très un bientôt, bonheur vraiment. partagé. Écoute, du fond du cœur, merci. Et est-ce que tu as commis des livres récemment dont on pourrait les mentionner ici avant de se quitter? Eh bien, peut-être 2. Le dernier qui avait été publié, c'était «Qu'est-ce qu'un islam libéral?» justement, qui était paru aux éditions Atlante en 2023. Et prochainement, les éditions Atlante toujours, sortiront un dernier ouvrage qui est intitulé «Les femmes imams». Donc c'est une étude, sociologique et théologique, sur l'émergence, de ce courant en France. Donc on essaye de le déconstruire, pour apporter au grand public des éléments de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans l'islam, français. D'accord. Eh ben, écoute, Homero, merci beaucoup encore d'être venu. À très, très bientôt. À bientôt Félix. Salut. Salut l'ami.